Bonjour, mesdames, messieurs, ça va bien? Bon, comme on l'a dit à l'introduction, mon nom est Sylvain Masson, je suis vice-président chez Boss Technologies. On va parler du sujet de la conférence, c'est-à-dire le traitement des eaux usées. Pour bien comprendre c'est quoi le traitement des eaux usées, comment que ça fonctionne, etc., il faut comprendre comment que c'est fait. Donc, on va y aller étape par étape, et puis on va comprendre la plomberie d'un VR, n'importe quel VR, que ce soit une roulotte, une fifth wheel ou un motorisé, ça se ressemble tout, c'est tout le même principe. Au départ, dans un véhicule récréatif, il y a 3 réservoirs principalement. Le premier réservoir qui est ici à l'avant, ça c'est le réservoir d'eau potable. C'est le réservoir dans lequel vous allez mettre de l'eau potable qui va vous servir pour faire la vaisselle, prendre votre douche, tirer la chasse d'eau de la toilette. Si vous faites du camping dans un endroit où il n'y a pas de service, genre un parc national, un festival ou des choses comme ça. Si vous allez dans un camping où il y a les 3 services, l'eau, l'électricité, les égouts, habituellement, on se connecte directement avec la hose sur le VR, puis on n'a pas besoin d'utiliser ce réservoir d'eau potable-là. Le deuxième réservoir qu'on va parler, c'est celui qui est à l'arrière complètement. Ça, c'est ce qu'on appelle le réservoir d'eau noire. Si on regarde les affluents ou l'affluent qui remplit ce réservoir-là, il y a uniquement la toilette. Donc, il y a seulement ce qui passe par la toilette qui s'en va dans ce réservoir-là. Le troisième réservoir qu'on a, c'est celui qu'on appelle le réservoir d'eau grise. Là, c'est tous les autres affluents. On parle ici, naturellement, de l'évier de la cuisine, du lavabo de la salle de bain, de la douche. Si vous aviez une laveuse à l'intérieur de votre VR, ça s'en irait là. Donc, c'est ce qu'on appelle l'eau grise. Et on a aussi, si on regarde au-dessus de chacun de ces 2 réservoirs-là, un tuyau qui monte, qui s'en va sur le toit, ce qu'on appelle l'évent. Les évents, ça, c'est quelque chose... Bon, je vais vous revenir un petit peu dans quelques minutes avec les vents. Là. Ça, on revisualise un petit peu là, comment c'est fait. C'est-à-dire que pour le réservoir d'eau grise, vous avez l'évier, la douche qui s'en va dans le réservoir d'eau grise et seulement la toilette dans le réservoir d'eau noire. Et les 2 sont reliés en dessous, mais ça, on va le voir plus en détail. Pour les vents, ça, c'est ce que ça a l'air sur le toit, ici. C'est un capuchon. Le tuyau sort, il y a un capuchon. Puis, naturellement, il y a un joint autour pour s'assurer de l'étanchéité. Passant, c'est toujours important de s'assurer que ce joint-là est toujours bien fait pour pas qu'il y ait d'infiltration puis que vous ayez des problèmes de toiture. Donc, comme on l'a dit, il est connecté. Il y en a un au-dessus du réservoir d'eau noire, un au-dessus du réservoir d'eau grise qui monte puis s'en va jusqu'au toit. À quoi ça sert un évent? Ça, un évent, vous avez ça sur... vous avez ça dans votre maison. Tout système de plomberie a un évent. Si vous voyez sur votre maison un tuyau, vous avez un tuyau qui sort là, à peu près 3 pouces, c'est ça l'évent. C'est sûr qu'il y en a un. S'il n'y en a pas, votre système de plomberie, il est mal fait. OK. À quoi ça sert? C'est que ça sert à assurer une pression neutre à l'intérieur du réservoir. C'est-à-dire, quand vous envoyez un volume de liquide. Par exemple, vous faites la vaisselle, puis là, vous enlevez le bouchon du fond de l'évier. Il y a une quantité d'eau qui s'en va dans votre réservoir d'eau grise. Cette quantité d'eau-là, c'est un volume, c'est une masse, ça prend un espace. Donc, il faut qu'il y ait l'équivalent de cette masse-là en air qui soit évacuée à quelque part. Et c'est par le tuyau d'évent que c'est évacué. Okay? Puis aussi, ça va éviter... ça va assurer qu'il y a un bon écoulement puis que vous n'entendrez pas des sons bizarres à l'intérieur de votre plomberie, genre des glouglous. Okay? Quand il y a des glouglous, c'est parce qu'il y a un problème, il y a une restriction d'air à quelque part. Okay? Ça peut aider aussi à éliminer les odeurs à l'intérieur du VR. Donc, si vos réservoirs sont mal traités, par exemple, puis vous envoyez une quantité de liquide à l'intérieur de votre réservoir, vous sortez de l'air par les évents, ça peut sortir de la mauvaise odeur par les évents aussi. OK? Naturellement, l'évent sur le toit ne doit jamais être obstrué, parce que c'est comme, s'il est obstrué, ce serait comme pas de l'avoir. J'ai parlé aussi du joint d'étanchéité. Et sur le VR, ici, on voit qu'il y a un chapeau au-dessus de l'évent, ce qui est normal. Si vous regardez sur le toit de votre maison, vous avez juste un tuyau de à peu près 3 pouces qui sort, mais il n'y a pas de capuchon, il n'y a pas de couvert.
La différence entre les deux, c'est que sur votre maison, s'il pleut, l'eau va rentrer par le tuyau, puis elle s'en va dans votre système d'égout, dans votre champ d'épuration, ou bien non, si vous êtes connecté aux égouts de la ville, elle s'en va dans les égouts de la ville. Par contre, un VR, on se souvient, c'est des réservoirs. Donc, l'eau qui rentrerait par les vents, ça irait dans vos réservoirs, puis vous finiriez par remplir vos réservoirs. C'est pour ça qu'il y a un chapeau. C'est la seule et unique raison. OK. Maintenant, sur la deuxième diapositive, j'ai donné là, un petit résumé là, de ce que ça avait de l'air, puis je vous ai dit qu'il y avait un lien entre le réservoir d'eau noire et le réservoir d'eau grise. Les deux se rejoignaient à la sortie. On le voit ici, vous avez ici dans une vue d'ensemble deux façons. Vous avez un qui est dans un coffre, c'est-à-dire tous les réservoirs, toute la plomberie est à l'intérieur même du VR. Ça, on va voir ça dans un motorisé de classe A, des choses comme ça, où tout est dans des coffres. Mais on voit bien ici que vous avez un réservoir qui est ici, dans le cas présent, est le réservoir d'eau noire, puis vous avez le réservoir d'eau grise, puis les deux viennent se connecter ensemble pour le tuyau d'évacuation. Mais on voit aussi qu'ici, il y a une trappe, puis l'autre côté, il y a une trappe. Donc, ils sont connectés ensemble, mais ils ne communiquent pas ensemble. Ils sont indépendants. OK? Et vous avez ce qu'on appelle en dessous du véhicule, où les réservoirs sont fixés sous le plancher du véhicule. Ça, on va voir ça, c'est ce qu'on voit le plus fréquent, là, en dessous des roulottes, les fifth wheels, toutes ces choses-là, ou bien d'autres motorisés aussi, où les réservoirs ne sont pas placés dans des coffres. Maintenant, je vais revenir à l'autre. OK. On remarque que sur les réservoirs, autant celui-là dans les coffres, il y a des fils avec des espèces de pitons, puis on voit les mêmes choses ici, un petit peu plus près. Ça, c'est ce qu'on appelle les fameux sensors. OK? Je vais vous expliquer un petit peu comment que ça marche. Il y a deux types, premièrement, de sensors. Trois types, en fait. Il y en a un qui est le réservoir, celui qui est le type à vis, c'est celui qu'on voit le plus fréquent. C'est comme des vis qui sont reliés à des fils, les vis sont à l'intérieur du réservoir, à des positions bien stratégiques. Vous en avez un deuxième ici, là, qui est celui à flotte, qu'on voit moins souvent. Et vous en avez un qui est plus de type électronique, qu'on voit très, 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 très rarement. Vraiment, le plus populaire, là, c'est le premier qu'on a vu. Puis, ces sensors-là sont reliés à un petit panneau dans votre unité, dans votre VR. Le plus souvent, le plus fréquent qu'on voit, c'est celui-là ici, qui est multifonction, c'est-à-dire qu'il va, si vous pèsez sur le piton ici, qui est batterie, vous allez avoir le niveau de votre batterie. Ici, ça, fresh, c'est pour savoir le niveau d'eau potable que vous avez dans votre réservoir d'eau fraîche si vous vous en servez. Ici, on a pour le réservoir d'eau noire, donc à quel niveau est le réservoir qui accumule, qui vient de votre toilette. Et en haut, vous avez ce qui provient des autres affluents qui remplit votre réservoir d'eau grise. Jusque-là, ça, c'est des choses que vous connaissez. Mais vous avez aussi un autre type de tableau indicateur qui est plus numérique, qui va donner des pourcentages. Plus fancy, peut-être, mais il fait exactement, le premier fait exactement la même job que le deuxième. Il n'y a pas d'avantage à avoir un plus que l'autre. Maintenant, on a dit que les sensors étaient reliés à des fils. Et ces fils-là, naturellement, sont reliés à votre petit panneau de contrôle que vous avez à l'intérieur de votre unité. Comment que ça fonctionne? C'est simple. C'est qu'ici, vous avez des fils qui sont d'une polarité, mettons, négative, alors que vous avez un positif qui est ailleurs. L'eau, c'est un conducteur d'électricité. Donc, si on prend le diagramme d'en bas, comme ici, vous avez un réservoir, OK, vous avez le vide, le 1 tiers, le 2 tiers et le plein. Donc, le niveau de liquide se situe ici, juste en dessous du 2 tiers. Ce que ça va faire, c'est que vous avez votre positif qui est ici, votre négatif qui est ici, les positifs qui sont là. Donc, le courant ne se rend pas ici. Donc, c'est juste le 1 tiers qui allume. C'est simple de même. Ça fonctionne de cette façon-là. Maintenant, est-ce que ça brise? Non. C'est des fils avec une vis. Il faudrait que vous ayez coupé un fil se soit coupé ou qu'un fil soit arraché, mais ça ne brise pas en soi. OK?
Lorsque un consommateur, un propriétaire de véhicule récréatif dit « Mes senseurs ne marchent plus, ils sont toujours allumés ». Ils fonctionnent, vos senseurs, ils sont toujours allumés. S'ils ne fonctionneraient pas, ils seraient toujours éteints. OK? Mais on va voir pourquoi. OK? S'ils sont toujours allumés, c'est parce qu'ils fonctionnent. Il y a un autre problème. Donc, c'est le principe de fonctionnement des indicateurs de niveau, les fameux sensors. OK. À la sortie extérieure, je vous ai dit les deux se rejoignaient. Les deux se rejoignent pour avoir un seul tuyau, naturellement, d'évacuation vers le drain du camping, mais comme on l'a vu, comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, il y a une trappe pour avant la sortie de chacun. Le plus petit des tuyaux ici, qui est habituellement un tuyau de 2 pouces, est toujours pour le réservoir d'eau grise, alors que le plus gros, qui est habituellement 3 pouces, est toujours pour le réservoir d'eau noire. OK? Maintenant, pourquoi il faut traiter? Pourquoi il faut traiter ces réservoirs d'eau usée? La première des choses, c'est pour éviter les mauvaises odeurs à l'intérieur même du véhicule récréatif. C'est pas agréable de rentrer dans son véhicule récréatif et qu'il y ait des mauvaises odeurs. Minimiser les mauvaises odeurs lors des vidanges. J'ai marqué entre parenthèses le bon voisinage. Dans un camping, on est collé des fois. Les terrains ne sont pas trop grands. Puis je suis sûr que c'est arrivé à tout le monde, un bon samedi soir, de se faire un bon steak, une bonne bouteille de vin, puis tout ce qu'il faut sur la table, mais que le voisin, lui, il fallait qu'il vide ses réservoirs, puis là, il a décidé de vider ses réservoirs, puis là, vous avez une belle draft d'air moins fraîche qui arrive en votre direction. Votre steak ne goûtera plus la même chose. Vous n'aurez plus le même appétit, peut-être. OK? Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas supposé de faire ça. Lorsque vous avez quelqu'un qui fait une vidange de ses eaux usées, autant l'eau noire que l'eau grise, il ne devrait logiquement pas y avoir d'odeur forte, persistante qui se rende chez vous. Si c'est le cas, c'est parce que ces personnes-là font de quoi de pas correct. Soit qu'ils traitent mal, soit qu'ils ne traitent pas, soit qu'ils n'utilisent pas des bons produits, etc., mais ça ne devrait pas sentir. Troisième raison pour traiter ces réservoirs, c'est justement d'assurer le bon fonctionnement des indicateurs de niveau. Je l'ai dit, les indicateurs de niveau, ça ne brise pas. S'ils allument tout, ils fonctionnent. C'est qu'il y a un problème ailleurs. Mais ça vient du fait qu'on ne traite pas souvent. Puis aussi, éliminer les risques d'accumulation de résidus à l'intérieur, même les réservoirs. Parfois, ces résidus-là, ces accumulations-là peuvent être assez grandes, volumineuses, et on se ramasse avec ce qu'on appelle le phénomène de la pyramide. Alors, retenez ça, vous allez voir c'est quoi. Maintenant, les gens souvent vont dire oui, je traite mes réservoirs. OK. Quel réservoir vous traitez? Ben, je traite mon réservoir d'eau noire, votre eau grise. Ah, il faut traiter ça? Oui, il faut traiter ça. Il faut traiter les deux réservoirs, l'eau noire et l'eau grise. Souvent, les gens ont comme l'impression l'eau grise qui va dans l'eau grise, c'est quasiment comme de l'eau propre. C'est pas de l'eau propre. Si on regarde en détail, l'eau noire, on n'a pas besoin d'en parler bien longtemps. On sait pas mal tous qui va là-dedans. Là. On a les excréments, on a de l'urine, on a du papier de toilette, puis on a du papier mouchoir. J'ai marqué papier mouchoir, mais à éviter. Il faut comprendre que vous travaillez avec un réservoir, avec un système d'égout, qui est un système d'égout en circuit fermé. C'est un réservoir. OK? Puis il faut le traiter. Plus que vous mettez de choses dans votre toilette ou qui s'en vont dans votre réservoir d'eau noire ou dans votre réservoir d'eau grise, peu importe, plus qu'il y a de choses à traiter, plus que c'est difficile, plus qu'on court après les problèmes. Donc, c'est de faire en sorte qu'on facilite la tâche au traitement en évitant d'envoyer des choses inutiles. Donc, les mouchoirs, l'idéal, ce serait d'avoir une petite poubelle à côté de la toilette, dans la salle de bain quelque part, puis d'émettre les mouchoirs tout simplement dans la petite poubelle au lieu de les envoyer dans le réservoir. OK? Dans l'eau grise, maintenant. L'eau grise, il y a beaucoup de choses qui vont là-dedans, puis quand on y pense, ça fait tout un cocktail. On a naturellement le savon, le shampoing.
Vous avez l'eau de vaisselle, mais c'est quoi que ça contient, l'eau de vaisselle? Vous avez naturellement des résidus d'aliments, vous avez des gras de cuisson. C'est votre belle poêle de bacon, là, quand vous avez fait votre bacon puis vos œufs le matin, là, c'est assez gras, ça. Puis du gras, on sait qu'est-ce que ça fait, ça colle partout. Et ça, tout colle sur le gras aussi. Vous avez aussi toutes sortes de détergents. Ça, on vient de parler de l'évier de la cuisine. Là, on va aller dans la salle de bain où il y a le lavabo, le lavabo de salle de bain. Vous avez de la pâte à dents, vous allez avoir de la crème à raser, vous allez avoir du savon, puis un paquet d'autres choses. Tout ça mêlé ensemble, là, ça fait tout un cocktail, ça. OK? Puis, souvent, les gens vont dire, comme je vous l'ai dit, l'eau grise, c'est quasiment comme, ils voient ça quasiment comme de l'eau propre. C'est faux. Un réservoir d'eau grise qui est mal traité ou qui n'est pas traité peut sentir ou va sentir plus mauvais qu'un réservoir d'eau noire pas traité. C'est surprenant, mais c'est vrai. Maintenant, c'est quoi là qu'il y a là-dedans, dans ces beaux réservoirs-là? On a vu là, les composantes, mais ça crée un milieu bactérien. Un réservoir septique, que ce soit un réservoir septique d'eau noire, d'eau grise dans votre unité de camping, dans votre VR, ou que ce soit à la maison avec votre fosse septique et votre champ d'épuration, c'est un milieu bactérien, ce qu'on appelle une flore bactérienne. Puis un réservoir septique, peu importe que ce soit votre fosse septique, votre champ d'épuration à la maison ou celui de votre VR, la flore bactérienne est essentielle. Un système septique sans flore bactérienne est un système septique qui est malade et vous allez avoir des gros problèmes. Ça prend absolument une flore bactérienne. Flore bactérienne, on va essayer, sans vous donner un cours, là, un cours sur les bactéries, mais on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Les bactéries, on va les diviser en 3 groupes. Vous avez les bonnes bactéries, vous avez les bactéries neutres, puis vous avez ce qu'on appelle les mauvaises bactéries. On va les simplifier comme ça. Dans la vraie vie, les bonnes bactéries vont être responsables de l'extraction des matières solides. Okay? Ils vont aussi décomposer le papier, puis ils vont absorber les gras. Les mauvaises bactéries, eux autres, sont principalement responsables des odeurs. Mais dans la vraie vie, dans la nature, les bonnes bactéries sont moins nombreuses, puis sont moins fortes, sont moins grosses que les mauvaises bactéries. Okay? Puis entre les deux, il y a les bactéries qu'on va appeler les bactéries neutres. Eux autres, c'est quoi qu'ils font? Ça dépend. Mais c'est des transgenres, si je veux dire, si je peux dire. C'est-à-dire qu'eux autres vont toujours s'acoquiner avec les plus grosses puis les plus fortes dans la nature. Donc, ils vont aller s'acoquiner avec les mauvaises. C'est pour ça que l'odeur est forte. C'est pour ça que l'odeur est nauséabonde. OK? Ce qu'il faut arriver à faire pour éliminer les odeurs, c'est de ralentir l'activité des mauvaises bactéries puis stimuler l'activité des bonnes bactéries. Ce qui va faire en sorte que les bactéries qui sont au centre, les bactéries neutres, vont tourner de bord, puis ils vont s'en aller travailler avec les bonnes bactéries. Là, ça va accélérer la liquéfaction des matières, le papier, l'absorption des gras, et ça va éliminer les odeurs. C'est ce qu'un bon produit va faire. Justement, en parlant des produits, il y a les produits sont sous différentes formes. On les voit sous forme liquide, on les voit sous forme de pochettes. Les pochettes, c'est un peu des sacs un peu comme ça. Le liquide, ça peut être un produit comme ça. Vous avez des pastilles qui sont comme des genres des poudres compressées qu'on voit de moins en moins. Puis des poudres, tout simplement, on n'en voit plus beaucoup non plus. OK? Maintenant, vous avez les formulations. Il y a différents types de formulations. Il y a des formulations qui vont, je vais partir par le bas parce que ça va vite le bas, les bactériennes. Ce qu'on ne voit pas beaucoup, OK? Parce que des produits avec des bases de bactéries, là, ça n'existe pas vraiment sur le marché de consommation. La seule place où vous risquez de trouver des bactéries, là, c'est les produits de consommation, c'est plus dans les produits laitiers. OK? Mais dans les produits pour le traitement des eaux usées, il n'y a pas vraiment de produits qui existent à base de bactéries. Donc, si quelqu'un vous parle d'un produit à bactéries, là, premièrement, ça prend des homologations de Santé Canada. OK?
Deuxième que je vais vous parler, c'est les enzymes. C'est quoi les enzymes? Ça, le monde mélange les enzymes, les bactéries, c'est tout mélangé. Là. OK? Un enzyme, en fait, c'est comme une protéine pour une bactérie. OK? Mais autant qu'il y a de millions, puis de millions, puis de milliards de types de bactéries ou de sortes de bactéries, la preuve, c'est que à l'automne, il y a tout le temps un fameux vaccin pour nous vacciner contre la grippe hivernale, puis à la moitié du temps, il manque le coup. OK? Tellement qu'il y en a des sortes. Mais c'est la même chose pour les enzymes. OK? Si on veut stimuler les bonnes bactéries, il faut donner des enzymes appropriés pour stimuler ces bactéries-là. C'est pas parce qu'un produit se définit avec ou est défini avec des enzymes que c'est nécessairement des enzymes qui vont activer les bonnes bactéries. C'est nébuleux, ça, ce bout-là. Il y a des produits, par contre, avec enzymes qui fonctionnent bien. Ça, je veux faire attention. Je ne veux pas dire que tous les produits avec enzymes fonctionnent mal, mais il y a des produits avec enzymes qui ont à peu près pas d'effet. Parce que c'est pas les bonnes enzymes. En fait, c'est comme si vous donneriez une banane à un lion. Lui, c'est du steak qu'il veut. OK? Si vous donnez des bananes à votre lion, il va venir faible et il ne travaillera pas fort. Donnez-y du steak, ben là, vous lui donnez une bonne enzyme, là, il va être fort. C'est un petit peu ça le principe. Vous avez aussi des formulations qu'on appelle chimiques. Je vais amener votre attention sur le terme chimique. À ce sens qu'il y a de la bonne chimie, puis il y a de la mauvaise chimie. Donc, il peut y avoir des bons produits chimiques, et il peut y avoir des mauvais produits chimiques. Chimique, souvent les gens vont associer ça à polluant, ce qui est faux. Ce qui est faux. La chimie n'est pas nécessairement polluante. Un produit chimique peut être même bénéfique pour l'environnement. La preuve, on fait tous de la chimie, OK? Le matin, si on se fait un café instant, on prend du café en poudre, on met ça dans une tasse, on prend du sucre, on met ça dans la tasse, on prend du lait, on met ça dans la tasse, puis on prend de l'eau chaude, puis on met ça dans la tasse, puis on le brasse. On vient de faire de la chimie. OK? On fait un gâteau, même principe. Les œufs, la farine, puis la poudre à pâte, puis je sais pas quoi, puis on met ça dans le four, puis whoop, on vient de transformer les matières. On fait tous de la chimie. OK? Maintenant, comme je vous dis, il y a des produits qui sortent des bases chimiques qui peuvent être très bons, très efficaces et non polluants. Et il y a des produits chimiques qui peuvent être bons peut-être, mais aussi des très grands polluants. Un exemple de ça, c'est qu'à une certaine époque, il y avait une composante des produits pour le traitement des eaux usées qui était le formaldéhyde. Le formaldéhyde a été banni ici au Canada. Okay? Par contre, aux États-Unis, je sais qu'il existe encore certains produits qui ont des bases de formaldéhyde. Et ces bases-là, c'est des polluants, okay? Qui restent très longtemps dans l'environnement et qui ont des traces pour des générations futures. Maintenant, je vous ai montré cette diapositive-là un petit peu plus tôt. Il y a un problème avec cette diapositive-là. J'aimerais ça voir si vous pouvez trouver quel est le problème. Oui, monsieur. Parfait. OK. La bonne réponse, monsieur, là, c'est que les deux trappes d'évacuation sont ouvertes. Il ne faut jamais, jamais, jamais faire du camping, utiliser sa toilette ou ses lavabos, puis fonctionner les trappes ouvertes. Autant pour l'eau noire que pour l'eau grise. Parce que qu'est-ce qui arrive si vous faites ça? La seule chose qui va évacuer, c'est la portion liquide. Tout ce qui est portion solide va rester dans le fond du réservoir puis risque de s'accumuler. Pas risque, va s'accumuler. C'est garanti. Autant pour le réservoir d'eau noire que d'eau grise. Peut-être plus évident pour le réservoir d'eau noire, mais pour l'eau grise, on y repense à ce qu'il y a là-dedans. Vous avez votre grotte de cuisson de bacon, je vous ai dit, c'est collant, puis tout colle après ça. Après ça, vous avez vos résidus de nourriture. Là, les résidus de nourriture tombent dans le gras, ça colle là, ça va rester là. Le savon, ça fait de la croûte. Ça va rester là aussi. Donc, on fonctionne toujours les trappes fermées. Le seul temps où on ouvre les trappes, c'est lorsqu'on fait les vidanges. Maintenant, et ça, c'est bon qu'on soit un voyageur ou un saisonnier. Si vous êtes un saisonnier, puis que vous êtes connecté directement en permanence sur l'égout du camping, c'est pas une raison en soi pour laisser vos trappes ouvertes. Pas parce que vous êtes saisonnier que vous êtes différent d'un voyageur. Tout ce que vous envoyez par la toilette ou par votre lavabo passe par votre réservoir, risque de s'accumuler là, puis il y a seulement que la portion liquide qui s'en va. Toujours fonctionner les trappes fermées. Maintenant, quand est-ce qu'on fait une vidange?
du ou des réservoirs. Pourquoi je marque du ou des réservoirs? Souvent, les gens vont, la majorité même, vont dire, vidange de réservoir d'eau noire, il faut que je vidange mon réservoir d'eau grise. Faux. Si seulement votre réservoir d'eau grise est plein, pourquoi vidanger votre réservoir d'eau noire? Vidangez votre réservoir d'eau grise, puis c'est tout. Puis votre réservoir d'eau noire, vous le vidangerez quand que lui sera plein à son tour. Souvent aussi, les gens vont préférer vider des réservoirs avant de se déplacer. Quitter un endroit de camping pour s'en aller soit chez eux ou dans un autre camping. C'est vrai puis c'est faux. Est-ce que vous êtes obligé de vider votre réservoir parce que vous allez sur la route? Non, absolument pas. Vous avez mis un traitement dedans pour le traiter. Okay? Si le traitement est efficace, vous pouvez très bien partir, vous en retourner chez vous, puis le vendredi suivant, retourner dans un autre camping, puis continuer sur le réservoir, à remplir le réservoir où il était rendu. Vous n'êtes pas obligé nécessairement de le vider. Par contre, il faut qu'il soit traité, puis bien traité. Moi, je suis saisonnier. Est-ce que je vide mes réservoirs le dimanche quand je pars du camping? Jamais. Jamais. On revient le vendredi pour la fin de semaine. Puis là, samedi midi, il y en a un des deux qui est plein. Je fais la vidange. Puis quand il est vidangé, on recommence. Puis après ça, le dimanche matin, c'est l'autre. On flush l'autre, puis c'est comme ça. Par contre, comme je vous dis, il faut qu'il soit bien traité. Maintenant, comment on fait la vidange? Ça a l'air ridicule, mais c'est plus que juste tirer ses trappes. OK? Comme je l'ai dit, les trappes doivent être fermées. Ils sont fermées s'il y a une vidange à faire. OK? Lorsqu'on fait la vidange, on va ouvrir les trappes, on va laisser couler. Et si on a un système pour rincer qui est installé après la roulotte, ce qu'on appelle un Centiflush, on va connecter la hose à jardin dessus, puis là, on va faire virer le jet à l'intérieur, puis on va rincer notre réservoir. Par contre, ce système-là est installé seulement sur le réservoir d'eau noire. Il n'y en a pas sur le réservoir d'eau grise. OK? Bon. Lorsque on a fini la vidange, on a fini le rinçage, il faut fermer. On ferme naturellement nos trappes. Puis ce qu'il faut faire, c'est mettre de l'eau dans le fond du réservoir. Parce que si on ne met pas d'eau dans le fond du réservoir, ce qui va arriver, si je prends cet exemple-là ici, je mets du traitement, que ce soit un liquide, une pochette ou quoi que ce soit, ce qui va arriver, c'est que le traitement va venir dans le tuyau, puis il va venir s'accoter sa trappe d'évacuation ici. Il ne sera pas actif dans le réservoir. Il va être actif dans le tuyau, mais dans le réservoir, il n'y a pas beaucoup d'efficacité. Donc, que ce soit dans le réservoir d'eau noire ou le réservoir d'eau grise, une fois qu'on l'a vidangé, on ferme les trappes, on s'assure qu'il y a de l'eau dedans. Pour le réservoir d'eau noire, ça c'est facile parce que lui est souvent situé la majorité du temps directement sous le bol de toilette. Donc, on va à la toilette, on paye sa pédale, puis on laisse couler l'eau, puis là, on va voir qu'il y a de l'eau dans le fond du réservoir, c'est réglé. Le réservoir d'eau grise, c'est peut-être moins évident un petit peu, mais si on va en dessous de la roulotte, puis on regarde, OK, il y a un bout de tuyau, il y a 3 pieds, 2 pouces, OK, ça prend 2 gallons, puis faites vous arrangez pour qu'il y ait à peu près 2 gallons, puis ça finit là, c'est pas une science là, infuse. Il faut essayer de remplir au moins ce bout de tuyau-là pour que quand on va mettre le traitement, par la suite, un coup qu'il y a de l'eau dans le réservoir, que le traitement soit actif à l'intérieur même du réservoir. Naturellement, on essaie idéalement de se stationner toujours au niveau, là. OK? Puis là, là, on met le traitement. Pour l'eau noire, c'est assez facile. On le met tout simplement dans la toilette, puis ça s'en va dans le réservoir. Pour l'eau grise, on le met soit par l'évier de la cuisine, soit par le lavabo de la salle de bain, ou même par la douche. Parce que les trois s'en vont directement à l'intérieur du réservoir d'eau grise. Anyway, ça va se rendre là. Le dosage. La première chose qu'il faut savoir, c'est quoi la capacité des réservoirs de votre unité. C'est pas tout pareil. Ça varie en fonction de la grosseur de l'unité, ça va varier de manufacturier à l'autre, ça va dépendre du plan de la roulotte, etc., etc., la répartition de charge, il y a un paquet de facteurs. Il faut savoir la capacité de ces réservoirs. C'est pas le réservoir d'eau grise est peut-être différent, la capacité du réservoir d'eau grise peut être différente de la capacité du réservoir d'eau noire. C'est très possible, ça.
Donc, il faut savoir ça. On trouve l'information dans le manuel du propriétaire. Bon, vous l'avez pu. Sur Internet, c'est sûr, vous allez trouver ça. C'est sûr, vous allez trouver ça. C'est des choses faciles à trouver. La deuxième chose, il faut lire l'étiquette du produit. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas tous les produits qui ont le même dosage. Il y a des produits que ça va prendre tant de millilitres ou tant d'onces pour traiter tant de gallons, mais ça va être différent pour un autre produit. Il faut lire le dosage. Le nombre de traitements qui est inscrit sur la bouteille, sur l'étiquette, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Un traitement, OK, mais le traitement qui est inscrit sur la bouteille, c'est pour traiter combien de gallons? Si c'est marqué pour traiter 20 gallons, vous avez 40 gallons. C'est à moitié moins, dans le fond, là, de traitement pour vous. OK? Fait que, faut faire attention, il y a des éléments qui sont au marketing un petit peu là-dedans. Le nombre de traitements ne veut rien dire en soi. Je vais vous donner un bon exemple de ça. On a 3 produits ici, 3 formats différents. OK? On ne parle pas de marque, là. 3 produits, 3 formats différents. Avec des dosages différents, des prix différents. Premier, 960 ml, 960 millilitres. On parle de 4 onces pour traiter 20 gallons d'eau usée. OK? Vous avez une roulotte, puis votre roulotte a un réservoir de 40 gallons. Donc, ça veut dire que ça vous prend 2 fois 4 onces, donc 8 onces pour traiter votre réservoir. Le coût de la bouteille est 9,95. Ça veut dire que pour traiter votre réservoir d'eau usée de 40 gallons, ça vous coûte 2,49 du traitement. Vous avez un autre format, 950 ml. C'est peu différent. Celui-là prend 3 onces pour traiter un réservoir de 20 gallons. Donc, dans votre cas, ça veut dire 6 onces, votre réservoir à 40 gallons. À 14,95, ça veut dire que ce traitement-là vous a coûté 2,83. Vous avez un autre produit, 600 ml. Mais ça vous prend seulement 1 once pour traiter 20 gallons. Donc, 2 onces dans votre cas à 18,50. Ça vous coûte 1,85 pour traiter votre réservoir. Ce que je veux vous dire par là, lisez les étiquettes. Quand je disais lisez les étiquettes, ça, c'est une bonne raison. Savoir le dosage, vous pouvez faire un petit calcul mathématique. Puis, c'est pas la plus grosse bouteille, la moins chère, qui est nécessairement la plus économique pour vous. Puis ça, c'est du marketing. OK? Puis, n'oubliez pas aussi que la grosse bouteille prend plus de place dans votre VR. Donc, vous avez intérêt souvent à acheter soit au niveau prix, souvent, et au niveau commodité pour l'espace dans votre VR, un produit qui va être plus concentré. OK? Et aussi, c'est le fun d'avoir un produit qui va avoir un doseur. Au lieu d'une bouteille qui n'a pas de doseur, ou qu'il faut y aller à peu près, ou de mesurer avec n'importe quoi d'autre, une tasse à mesurer ou n'importe quoi. Avec un doseur, c'est le fun. Les pochettes, les pastilles. Des produits comme ça ici. C'est bien. Les gens pensent que c'est plus facile. Facile, je la prends, je la tire dans la toilette. Yes. Par contre, ces produits-là sont faits la plupart du temps pour traiter des réservoirs de 40 gallons. Si vous, votre réservoir a 50 gallons, il vous en manque pour 10 gallons. Si vous faites du camping une fin de semaine, puis que vous n'aimez pas ça, vous promenez avec des réservoirs à moitié plein, puis vous voulez vidanger à toutes les fois que vous quittez, ce qui est correct aussi, mais vous ne pensez pas remplir votre 40 gallons. En tout cas, je vous souhaite de ne pas remplir 40 gallons de votre réservoir d'eau noire pendant deux jours, parce que vous avez une foutue gastro. OK? Si vous le remplissez juste à 20 gallons, vous mettez une pochette pour 40, vous venez d'en gaspiller. Vous venez d'en gaspiller 50%. Donc, c'est impossible d'ajuster la quantité avec des pochettes. Ce qui est possible de faire avec un liquide. Comme je disais, si vous y allez une fin de semaine, vous dites, regarde, je suis là 2 jours, je ne remplirai jamais 40 gallons. Avec un liquide, vous pouvez dire, OK, je vais en mettre pour 20 gallons, puis c'est réglé. Simple de même. OK? Aussi, les gens qui utilisent des pochettes sont souvent ceux qui ne traitent pas le réservoir d'eau grise. Parce qu'ils ne pensent pas qu'il faut traiter les réservoirs. Comment je mets la pochette dans le réservoir d'eau grise? C'est simple.
c'est une pochette qui se dissout. On la met dans l'évier dans l'évier de la cuisine ou dans le lavabo de la salle de bain. On fait couler l'eau dessus, puis la pochette est supposée se dissoudre. Mais c'est un bon test en même temps pour voir si vous avez une bonne pochette. Si c'est un produit de qualité ou s'il n'est pas passé date, si je pourrais dire. Parce que si vous mettez votre pochette et qu'elle a beaucoup de difficultés à se dissoudre avec le robinet ouvert, celle que vous venez de mettre dans la tank d'eau noire, dans le réservoir d'eau noire, elle a de la difficulté à se dissoudre elle aussi. Okay? Deuxième chose, les pochettes, c'est une enveloppe de plastique, si on veut, qui est biodégradable. Bien, si vous faites couler l'eau dessus, puis la pochette se défait, mais il reste la pellicule de plastique dans le fond de votre drain d'évier, dites-vous que celle que vous avez mis dans la toilette, qui est rendue dans le réservoir d'eau noire, est encore en plastique, puis elle va coller à quelque part, ou elle risque de coller à quelque part. Donc, si la pochette ne se dissout pas à 100%, qu'il reste des bouts de plastique dans le fond de votre... Arrêtez d'utiliser ces pochettes-là. Achetez-les, là, débarrassez-vous-en, mais mettez-les pas dans vos réservoirs d'eau usée. OK? Maintenant, il y a des systèmes de rinçage extérieurs. Ceux qui n'ont pas le fameux Santiflush, comme je vous ai expliqué un petit peu tantôt, souvent les gens vont acheter des coudes qui sont transparents, auxquels on va visser une hose à jardin, puis on va ouvrir la hose, puis on va rincer ou on va penser rincer nos réservoirs d'eau usée avec ça. OK. On en voit deux ici. Il y en a un des deux qui est meilleur que l'autre. En ce sens que lui, ici, on peut imaginer que, bon, le réservoir, ils sont ici, mais là, votre jet, lui, il a plus de chances d'aller jusqu'à votre réservoir, OK? Tandis que l'autre ici, on s'entend-tu que ça ira jamais virer dans votre réservoir, le jet va s'en aller là, puis il risque plus de s'en aller directement dans le tuyau. Mais même avec une chose comme ça, pensez pas que vous allez faire un rinçage de qualité, puis vraiment, là, en profondeur de votre réservoir. Il faut vous rappeler, vous êtes connecté sur une hose à jardin, puis la pression n'est pas très, très forte. Là. Moi, si je prends une hose à jardin, puis je la tiens de même, je ne sais même pas si j'arrose la table là. OK? Donc, pensez pas que ça va aller virer dans le fond du réservoir, puis ça va tout nettoyer les murs à grandeur, puis que ça va venir, puis ça va... Non, le jet va au pire rentrer dans la tank, puis il va ramasser ce qu'il peut, puis ne pensez pas nettoyer vos murs avec ça. Fait que c'est mieux que rien. OK, mais pensez pas faire des miracles avec ces choses-là. Le fameux Santiflush, comme je vous ai expliqué, c'est ça, on pleuille la hose à jardin, mais là, c'est vraiment un système de jet qui est bâti à l'intérieur même du réservoir d'eau noire. Comme je l'ai dit, il n'y en a pas à l'intérieur du réservoir d'eau grise, c'est seulement à l'intérieur du réservoir d'eau noire, ce qui est un bon système en passant. Ça nettoie plus. Est-ce que c'est parfait? Non, mais ça nettoie vraiment plus que n'importe quel autre système. Juste à ne pas mélanger, par contre, avec votre arrivée de réservoir d'eau pour le réservoir d'eau propre. OK? C'est vraiment une chose en athlète qui est spécifique à ça. Maintenant, lorsqu'on fait un rinçage comme ça, il faut faire attention. On garde les trappes ouvertes. OK? Pour évacuer. Mais vous pourriez le faire aussi avec la trappe fermée. Mais là, vous jouez avec le feu. OK? Parce que là, n'oubliez pas, si la trappe est fermée, il n'y a plus d'écoulement, vous faites juste de remplir votre réservoir, il n'y a rien qui tout reste dans le réservoir, là. Si vous l'oubliez là, vous risquez d'avoir des belles surprises. Vous allez le fendre, le réservoir. Le réservoir va éclater. Non. Le réservoir va éclater. Oui. Oui. Ce que monsieur vient de me dire, c'est que ça va sortir par le toit, par les vents. Non. Parce que le poids de l'eau est trop pesant pour que ça monte jusqu'au toit. Okay. La pression d'eau n'est pas assez forte pour faire... OK, on se comprend. Bon, ce qui va arriver, c'est que le réservoir va éclater ou que c'est en dessous de la toilette là, que ça va ouvrir puis ça va faire un beau dégât à l'intérieur de votre VR. Donc, pour en revenir à ça, si vous faites votre rinçage avec la trappe fermée, je vous conseille fortement de ne pas être distrait et d'avoir quelqu'un qui est à l'intérieur de la roulotte puis qui paye sur le piton. Chérie, on est aux 2/3. C'est plein. Là, ça prend quelqu'un qui tire sa trappe en arrière. Là. Ça va faire un excellent rinçage, par contre.
OK? Parce que là, vous avez une masse d'eau qui est semi-propre, si on veut dire, là, parce qu'on a déjà évacué avec la vidange originale déjà pas mal de matière. Mais là, vous avez une bonne masse d'eau qui va arriver puis qui va sortir d'un coup, qui va faire un bon effet d'entraînement. C'est vrai que ça va en sortir, ça. OK? Mais il faut être très prudent avec ça, parce qu'un réservoir qui fait, c'est pas drôle et puis ça coûte très cher. Maintenant, vous avez des systèmes de lavage qui sont par la toilette. Là, à ce moment-là, vous pliez votre hose de jardin, excusez, au bout de ces choses-là. Puis vous voyez ici, dans le bas, il y a une espèce de buse avec des trous. Ça va faire un rinçage, mais est-ce que ça fait un rinçage autant que le système de jet qui est déjà bâti à l'intérieur même du réservoir? Non. Okay? Mais toute forme de rinçage est meilleure que pas de rinçage du tout. OK? Si vous n'avez rien de ça non plus, ce que vous pourriez faire, c'est de prendre puis vous voulez faire un rinçage, vous pourriez prendre une chaudière de 20 litres, ou ce qu'on appelle communément un bon vieux 5 gallons, puis le prendre puis le vider dans la toilette le plus rapidement possible sans faire de dégâts. Là, ça va créer un splash dans votre réservoir d'eau noire, puis ça peut aider à en évacuer aussi. OK. Là, on a parlé comment faire tout ça, mais maintenant, c'est quoi les problèmes? Le premier problème qu'on va rencontrer, c'est un problème qui est précurseur de bien d'autres problèmes, ou qui annonce beaucoup d'autres problèmes, c'est le problème des odeurs. Si vous rentrez dans votre unité, les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées, et puis là, vous rentrez dans votre unité, puis vous sentez, ça sent pas bon dans votre verre, ça sent les égouts un peu, c'est un problème, ça. C'est pas supposé. Ça peut provenir autant du réservoir d'eau noire que du réservoir d'eau grise. OK? Un ou l'autre. Problème numéro 2. Les fameux indicateurs de niveau qui, lorsque vous faites une vidange complète de votre réservoir, vous rentrez à l'intérieur de la roulotte, vous pèsez sur le piton de l'eau noire ou de l'eau grise, peu importe, puis vous savez pertinemment que votre réservoir est vide, vous venez d'aller le flusher. Puis il marque encore plein au tiers, encore plein aux 2 tiers. Ça, c'est le deuxième problème. Pourquoi que ça fait ça? Pourquoi? C'est simple. Si on prend notre diagramme qu'on a vu un petit peu plus tôt, ce qui se passe, c'est qu'il y a une croûte qui se bâtit. Ça, c'est un réservoir qui est pas traité, qui est mal traité, ou qui est pas traité avec des produits efficaces. Ce que ça fait, c'est que ça crée une accumulation dans le fond du réservoir aussi, mais ça s'accumule ces murs. OK? Autant dans votre réservoir d'eau noire que le réservoir d'eau grise. Autant un que l'autre. On se rappelle que les indicateurs de niveau, c'est des positifs, des négatifs, c'est des courants qui se rejoignent, puis c'est l'eau qui va être le fil conducteur entre le positif et le négatif, qui fait en sorte que les lumières allument sur le petit board à l'intérieur de votre VR. Bien, notre croûte qui est là, elle est trempe, elle est humide, elle va conduire l'électricité. Fait que ici, là, dans le cas présent, là, voyez-vous, vous avez vide, 1 tiers, 2 tiers, full. Ici, là, ça devrait allumer à 1 tiers seulement, parce que ça touche pas aux 2 tiers, logiquement. Mais à cause de la croûte va faire en sorte que le 2 tiers va allumer à l'intérieur du verre. Parce qu'il y a une croûte de bâti jusqu'au niveau du senseur du 2 tiers. Ça, c'est normal. Non, c'est pas normal, mais c'est fréquent, je vais dire. OK? Puis, rendu là, le problème est encore pas si pire, parce qu'il y en a que ça marque tout le temps full. Ça veut dire que la croûte est montée jusqu'en haut, là. Maintenant, est-ce que c'est un cas désespéré? Est-ce qu'il y a de quoi à faire avec ça? Oui, il y a de quoi à faire. Est-ce que c'est de changer votre réservoir? Non. Ça peut se nettoyer. Il faut faire ce qu'on appelle un traitement en choc avec un produit efficace. Okay? Il y a des produits qui existent, qui vont être des produits spécialement faits pour ça. Cleaner l'intérieur, décoller la croûte, la liquéfier, la décoller, puis venir à bout d'avoir des senseurs qui vont fonctionner. Est-ce que ces produits-là fonctionnent bien? Ça dépend toujours du produit. Il y en a qui fonctionnent bien, il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien. OK?
OK? Encore là, c'est marqué, lire les directives sur l'étiquette. Il faut les lire. Si on veut avoir le maximum de succès, lisez ce qui est écrit. Mettez le dosage qui est recommandé. Ça ne vous donne rien d'en mettre plus, absolument rien. L'autre chose, c'est que c'est pas parce que vous achetez un produit pour faire un traitement en choc ou un traitement pour nettoyer l'intérieur de votre verre que ça va fonctionner du premier coup. Comment est épaisse votre croûte? C'est comme le principe de faire fondre une plaque de glace, ça d'épaisse, puis faire fondre une plaque de glace, ça d'épaisse. Plus que c'est épais, plus c'est long, plus ça peut prendre de traitement, plus ça peut prendre 2, ça peut prendre 3 traitements. La seule chose, c'est que, logiquement, lorsque vous faites la vidange, vous devriez voir l'eau qui n'est pas nécessairement propre sortir de là. Si vous faites un traitement en choc pour nettoyer l'intérieur de votre de votre réservoir, puis vous faites la vidange, puis l'eau a de l'air clair, vous ne voyez rien sortir qui a de l'air en moton ou c'est peut-être que le traitement n'est pas bon, là, ou vous l'avez mal fait. OK? Ça, par contre, ces traitements-là, souvent, ça demande quelques jours. Il faut mettre... la façon que ça fonctionne en général, c'est que on va remplir le réservoir d'eau. Mettons, c'est le réservoir d'eau noire. On va le remplir grosso modo à moitié. On va mettre le produit pour le traiter. Et selon la dose recommandée en fonction de la grosseur du réservoir. Et puis, on va finir de le remplir pour que le produit se mélange bien, puis qu'il soit bien réparti à l'intérieur même du réservoir, puis qu'il travaille. Puis là, à ce moment-là, bon, ben, il faut patienter plusieurs jours, 3, 4, 5 jours, okay, habituellement, quelque chose qui roule dans ces eaux-là. Puis là, on fait une vidange. Si on peut le rincer, on le rince encore, on essaie de l'enlever. Puis si c'est requis, à ce moment-là, on fait un autre traitement. La journée, votre réservoir est clean, qui est propre, c'est que quand vous allez dans la roulotte puis que votre réservoir est vide, il marque vide. S'il marque encore tiers, 2 tiers ou peu importe, c'est qu'il n'est pas clean. Les mythes et les croyances. La glace. Qui n'a pas entendu ça? On va mettre un sac de glace dans la toilette, puis ça s'en va dans le réservoir, puis je m'en vais sur la route. Ça va brasser, puis ça décolle. Ouf! OK. Y en a-tu qui l'ont déjà fait? OK. Personne ne l'a fait, hein? OK. OK. Une fosse, pas une fosse, mais un réservoir d'eau usée, comme un réservoir d'eau noire ou le réservoir d'eau grise, c'est un milieu bactérien, c'est assez chaleureux. OK? Il fait relativement... Ça dégage une chaleur, mettons. Quand vous prenez un sac de glace puis vous le mettez dans la toilette, pour que ça aille dans le réservoir qui est juste en dessous, dans le temps de le dire, vos petits cubes de glace là, sont fondus. Okay? Le temps que vous embarquez dans le pick-up, puis que vous sortiez du camping, puis que vous soyez rendu sur nos belles routes au Québec, là, pour faire brasser ça, il n'y a plus de glace. Fait que vous venez juste de mettre 3,5 piastres, 4 piastres dans la toilette. C'est à peu près ça que vous avez fait. Okay? Mettons que vous achetez de la meilleure glace que le voisin. Ça se peut, ça. OK, votre glace est meilleure. Puis la vôtre, elle ne fond pas tout de suite. Elle prend une demi-heure, 3/4 d'heure à fondre. Juste pour que vous compreniez un petit peu qu'est-ce que ça fait dans votre réservoir. Prenez un bac à vaisselle, mettez de l'eau à moitié. Mettez des glaçons dedans. Vos fameux cubes de glace qui durent une demi-heure, mettez-en dedans. Maintenant, prenez votre bac, puis faites ça dans le milieu du salon. Là. Mais il ne faut pas que ça renverse. Fait que ça ne renversera pas. Mais c'est à peu près le mouvement que l'eau va avoir et que vos glaçons vont avoir à l'intérieur de votre réservoir. Ça ne brasse pas plus que ça. Les glaçons suivent le mouvement de l'eau. C'est pas comme les pitcher sur le mur. Ils peuvent aller toucher au mur, mais ils n'auront pas l'impact pour aller décoller, pour aller briser, pour aller fragmenter la croûte qui est là. Fait que c'est un mythe. L'autre mythe, les fameuses recettes maison. Internet, c'est fantastique. Il y a un paquet d'informations là-dessus, là, c'est incroyable. Il y a de la bonne puis il y a de la mauvaise information. Il y a des bons blogs, il y a des mauvais blogs. Il y a des gens qui mettent des choses là-dessus qu'ils ne devraient jamais mettre. Dont, entre autres, des fameuses recettes maison qui sont composées d'à peu près n'importe quoi qu'on va retrouver
dans notre buanderie ou en dessous de notre évier de cuisine. Je vous ai dit tantôt que vos réservoirs septiques, c'est une flore bactérienne, puis cette flore bactérienne-là doit rester en forme, doit rester vivante. Si vous mettez n'importe quel autre produit, vous allez jusqu'à tuer votre flore bactérienne. Il n'y aura plus de flore bactérienne. Okay? Puis l'autre chose, c'est que ça peut être très dangereux. Vous pouvez mixer des produits qu'on a tous à la maison, mixer des produits ensemble, puis ça peut être très dangereux, ça peut vous exploser dans la face, ça peut dégager des émanations. Je ne vous donnerai pas des recettes pour ça, là, mais on ne mixe jamais des produits de consommation, des produits chimiques, des produits nettoyants, peu importe, ensemble. Laveuse à linge. Je vous ai parlé tantôt, dans le début, que la laveuse à linge s'en allait dans le réservoir d'eau grise. Okay. La seule chose que je veux amener là-dedans, c'est que lorsqu'on a une unité qui possède une laveuse à linge, il faut faire attention à ce qu'on utilise comme savon. On utilise des savons qui sont écologiques, biodégradables, sans phosphore, autant que possible. Okay? Et on évite l'eau de javel. L'eau de javel, c'est un désinfectant. Quand on dit désinfectant, on dit tuer les bactéries. Donc, si vous mettez de l'eau de javel dans votre lessive, si vous utilisez de l'eau de javel dans votre VR, puis que ça s'en va dans vos réservoirs, vous tuez la flore bactérienne. Ceux qui ont des fosses septiques, des champs d'épuration en maison, même chose. N'utilisez pas d'eau de javel. Évitez ça. Évitez ça. Papier de toilette. Je vous ai dit au début que les mouchoirs, on envoyait ça dans la poubelle à côté de la toilette et non pas dans la toilette, qui s'en va dans le réservoir d'eau noire. Pourquoi? Parce que les mouchoirs ne sont pas composés de la même façon que les papiers de toilette. Ça les compose beaucoup moins rapidement que les papiers de toilette. Maintenant, les papiers de toilette, il y a des papiers de toilette qui sont en vente chez les détaillants de VR, tout ça, qui sont marqués spécialement pour l'usage de VR ou de bateau, ce qui est bien. OK? Maintenant, est-ce que vous êtes obligé d'acheter ces papiers de toilette-là? Non. Est-ce que vous pouvez trouver en épicerie ou en grande surface des papiers de toilette qui sont corrects pour l'utilisation de VR? Oui. Maintenant, comment on fait pour le choisir? Au départ, il doit être indiqué sur l'emballage Septic Safe, minimum. OK? Biodégradable, Septic Safe, quelque chose comme ça. Mais est-ce que c'est le bon papier de toilette? Est-ce que c'est le meilleur? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a moyen de le savoir? Oui. OK. Façon simple. Prenez un pot avec un couvert. Mettez de l'eau dedans. Un carreau de papier dans le pot. Ferme le couvert. On shake le pot. On le met sur la table. On ouvre une bouteille de vin. On prend un verre. On garde notre papier. Il est encore dans le carreau. Il faut prendre un autre verre. OK? Quand la bouteille est finie puis que votre carreau est encore un carreau, c'est pas un bon papier de toilette. Parce que ce carreau-là, là, il serait dans votre réservoir d'eau noire, puis il pourrait coller ses parois, puis coller ses sensors, puis commencer à bâtir une croûte. Donc, ce qu'il faut que votre papier de toilette fasse, le plus rapidement possible, c'est de se transformer d'un carreau en flocon dans votre pot. Si votre papier de toilette fait ça, c'est un bon papier de toilette à utiliser autant dans votre VR que chez vous si vous avez une fosse septique pour un champ d'épuration. Okay? Vous facilitez le travail de liquéfaction des matières. Suite de ça, certification. Il n'y a pas vraiment de certification qui existe à part celle d'Ecologo. Il n'y a aucun produit sur les tablettes à nulle part qui existe qui a des certifications Ecologo. Simple de même. OK? Ecologo étant la seule certification gouvernementale reconnue. Il y a des certifications ou des produits qu'on appelle RVCare Approved, qui sont approuvés RVCare. RVCare est un peu ce que le CAA est dans le domaine automobile. Tu sais, le garage au coin de la rue qui est approuvé CAA, bon, des choses comme ça. C'est un petit peu le même principe. OK? Mais il n'y a aucune autre certification qui existe à part Ecologo, mais il n'y a aucun autre produit qui existe. On va souvent voir des produits qui ont des logos puis des certifications X, Y, Z. C'est la plupart du temps des certifications maison que les compagnies se bâtissent puis qui se font un logo puis se certifient ici puis se certifient ça. C'est de la frime, c'est juste du marketing. Soyez bien prudents par rapport à ça. Bon, à éviter. Papier de toilette. On vient d'en parler, ça fait 30 secondes.
Quantité excessive de papier de toilette, justement. Il y a bien beau être biodégradable, mais si ça vous prend 2 rouleaux et demi quand vous allez aux toilettes, il y a peut-être moyen de réduire un peu. OK? Moi, mes enfants, il y avait des tendances à se faire des mitaines. Couper ça un peu. OK? Les détergents avec phosphore, si vous utilisez, vous avez une laveuse à linge ou même dans l'entretien même de votre bière. Produit javelisant à éviter à tout prix. Papier de mouchoir, on en a parlé. Plus qu'un traitement en même temps. Si vous utilisez un produit puis il ne fonctionne pas à votre goût, vous n'aimez pas les résultats. OK? Allez pas mettre un autre produit dans le réservoir. Flusher, rincer si possible, puis recommencer en eux avec un nouveau produit. Parce que si vous mettez un deuxième produit dans le réservoir dans lequel il y en a déjà un peut travailler contre l'autre. Puis votre deuxième produit était peut-être bien bon, mais finalement, l'autre il a nuit, puis ça fait en sorte que vous pensez que le deuxième n'est pas bon, puis il aurait été bon. Puis comme j'ai dit, on ne mélange jamais aussi des produits ensemble. Les doses excessives de produits. OK? Ça ne vous donne rien d'en mettre plus que ce qui est indiqué sur l'étiquette. Lisez ce qui est sur l'étiquette, mettez ce qui est la dose recommandée selon le réservoir que vous avez. C'est ça. Si vous en mettez trop, comme dans notre cas, nous, notre produit, si vous en mettez trop, à un moment donné, le produit vient saturer puis il ne travaille plus. Il est trop concentré. OK? Puis en plus, vous en gaspillez. Si c'est marqué d'en mettre 30 onces pour 30 gallons, mettez ça. Puis si ça ne marche pas à votre goût, changez de produit. Le produit n'est peut-être pas bon. Ça peut arriver, ça. OK? Parce que c'est comme dans tout, il y a des bons et des mauvais produits. Et la dernière chose, naturellement, on fait toujours les vidanges dans les endroits appropriés. Les campings avec service, c'est assez simple. Non, mais, monsieur, ça existe encore, hein? Sur le bord des rangs, puis d'un fossé, puis même déjà vu ça, il n'y a pas si longtemps que ça, moi, sur une autoroute, là. OK? Donc, on vidange toujours dans les endroits qui sont privés à cet effet. Les municipalités offrent tout ça. Les stations-service, il y en a plusieurs. Les haltes routières, il y a sur Internet, il y a des répertoires, il y a des cartes de ça. C'est assez facile à trouver. C'est pas mal ça qui est ça. Nous, Boss Technologies, on est dans le prochain hall. Vous allez nous voir assez facilement en rentrant dans le prochain hall. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, si je n'ai pas été assez clair. Ça se pourrait, ça. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Puis, si vous avez d'autres questions, je n'hésite pas à venir me voir au kiosque. Merci.